Alors, de chez mes parents, hein, on est dans la chambre là où je dors et où je travaille. J'espère que vous allez bien. Je suis arrivée hier en début d'après-midi. On est allé déjeuner avec mon père et puis ensuite on est allé rejoindre ma mère qui est dans une clinique. Et ça m'a fait très plaisir, ça m'a émue de la revoir, c'était bien. Voilà, donc là aujourd'hui on est lundi, donc je bosse. Mon père est allé la voir et voilà. Donc ce que je voulais, c'était vous parler de 2 livres que j'ai lus, puisque avant de partir de chez moi, j'ai fini Mâchoire de Monica Oreda. Et hier, en arrivant chez mes parents, après avoir lu dans le train ma partie des 2 jours, samedi et dimanche, sur une colonne de feu de Ken Follett, il y avait une centaine de pages. Et quand même, j'avais 4 heures de train, à peu près. Et bon, j'ai pas lu tout le temps, mais globalement, j'ai lu 100 pages de Ken Follett. Donc, juste pour vous dire que je suis pas une lectrice non plus rapide, mais bon, après, sur le poche, c'est écrit vraiment tout petit. Voilà, tout ça pour vous dire. Bon, après, franchement, je me délecte. J'avoue qu'au bout de 100 pages, j'en avais un petit peu marre, donc j'étais contente de passer à autre chose. Et donc, j'ai lu un autre roman dont je vais vous parler. Alors, attendez. Alors, les 2 livres que j'ai lus, donc Mâchoire et le livre dont je vais vous parler, sont 2 coups de cœur. C'est cool pour commencer cette vidéo. La lumière, je suis un peu en contre-jour, vous m'excuserez. On va commencer par ce court livre que j'ai lu, Que sur toi se lamente le tigre, de Emilienne Malfatto, édité chez Elisade. Cette couverture est splendide. On va la regarder comme ça. Mais quelle bonne idée de l'avoir mis aussi dans l'autre sens. Emilienne Malfatto, c'est une Française, puisqu'elle a fait ses études à Paris, elle a fait Sciences Po. Et ensuite, elle a intégré l'agence AFP. D'abord en France, puis à Chypre. Donc, elle est journaliste et photographe indépendante, principalement en Irak. Le sujet de ce roman, son premier roman d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle a reçu un grand prix de la photographie documentaire de l'IAFOR. Bref, ça c'est son premier roman. Elle en a écrit depuis plusieurs. Je crois qu'elle en a écrit 4 en tout, si je dis pas de bêtises. Si le compte Livre Addict est juste, parce que Livre Addict n'est pas toujours exhaustif. Pardon, puisque ce sont les abonnés qui mettent à jour la base de données. Alors, le sujet, je vais vous lire derrière, parce que c'est très court, donc j'ai pas... Je pense que ça sera jamais mieux dit que ce qui est écrit derrière. Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu. Hors mariage, une relation amoureuse comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte. Son destin est scellé. On va s'arrêter là. Parce que c'est un livre très court, il fait à peu près 75 pages. Alors, c'est un livre coup de poing. Un livre avec des phrases assez courtes, voilà, qui sont... à l'image de ce portrait rapide d'une famille, mais qui pourrait être n'importe quelle famille en Irak, avec un père qui est mort, une mère qui suit toutes les conventions sociales, une grande sœur qui est mariée et qui effectivement a accepté la façon dont les choses se passent pour les femmes, d'être aussi sous la coupe de son mari, etc. Et le sujet principal, la protagoniste principale, c'est cette jeune femme qui a donc commis quelque chose qui ne se fait pas dans ce pays, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation sexuelle avec un homme hors mariage. Et donc elle sait, en plus, c'est assez terrible, puisque ce jeune homme qui est apparemment amoureux d'elle était OK pour se fiancer avec elle. Malheureusement, comme il meurt... en fait, elle est vraiment... ça va être le parjure pour elle. Et puis surtout, la peine capitale, elle va en fait... clairement, très rapidement, il est dit que son grand frère, son propre frère, qui, lui, a été enrôlé en fait dans l'armée irakienne, va devoir la tuer. Puis Bagdad, à un moment, pour aller à la campagne, parce qu'il y a des attentats, en fait, et ils ne supportent plus, donc ils vont à la campagne. Et c'est au moment de ce départ que les choses se mettent en place. Mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh,
héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays des hommes. En fait, il y a plusieurs personnes qui parlent dans ce récit. Le personnage principal, donc c'est cette jeune fille, mais autour d'elle, on va avoir des prises de parole, notamment tout au long du texte, il y a le tigre qui parle, d'où le titre que sur toi se lamente le tigre, donc ce fleuve qui va traverser et qui amène toutes les âmes en fait, et notamment Gilgamesh qui parle à travers les âges et qui est implacable effectivement. Et il va y avoir aussi l'amoureux qui vient de mourir, qui va parler, il va y avoir la sœur, le frère, etc. Et qui sont tous formatés pour chacun avoir son propre rôle. Et tout ce qui sort en fait du cadre ne peut pas fonctionner. Et c'est assez implacable, et c'est ce qui fait la force de ce récit, c'est-à-dire que ce sont des phrases simples, un récit assez représentatif de ce pays et de ses carcans en fait. Et j'ai corné plusieurs pages. Je vais juste vous lire un passage au début qui va vous montrer tout de suite le style. Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang, et tout à l'heure le sang aussi, comme si la terre n'en avait pas assez de boire le sang des femmes, comme si la terre d'Irak avait encore soif de mort, de sang, d'innocence. Babylone n'a-t-elle pas bu assez de sang? Longtemps, au bord du fleuve, j'ai attendu de voir l'eau devenir rouge. Franchement, c'était splendide. J'ai été très émue à la fin du texte, vraiment. Donc ça m'a vraiment pris à la gorge. Un très beau texte que je vous conseille. Et avant ça, j'ai lu une pépite. Donc j'ai lu Mâchoire de Monica Oreda. On n'est pas du tout dans le même genre. Là, on est sur un récit historique qui parle d'une société réelle. Alors, remarque, Mâchoire, on est pas mal aussi, c'est inspiré. Donc en fait, Monica Oreda, c'est une autrice équatorienne, c'est ça qu'on dit, hein, je pense. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le récit, mais on va dire qu'au bout de 80 pages à peu près, j'ai été foutue, quoi. J'étais dedans. Alors, c'est un texte, je vous mettrai l'extrait d'une page. J'ai pris une photo, une page, parce que j'ai pas le livre avec moi, je l'ai pas emmené. Pour vous montrer la densité du texte. C'est un livre qu'on lit un peu en apnée, vous voyez, qui se lit sans respiration, un peu à l'image de l'histoire qui se passe sous nos yeux. Donc on est dans une école qui a un intitulé qui est repris assez souvent, qui est assez lourd. Donc c'est une école assez prestigieuse où les jeunes femmes sont formées pour devenir une sorte d'élite, et où les parents mettent les enfants là-dedans parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper en fait. C'est vraiment l'histoire, il y a plusieurs choses. Il y a une histoire de sororité, de recherche de sexualité, du passage de l'adolescence à l'âge adulte pour les femmes, des différences de génération, de la relation à la mère. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un côté un peu mystique, un côté, je dirais, Lovecraftien aussi, parce qu'il est fait vraiment référence à beaucoup de livres d'horreur, notamment Lovecraft, qui est une base. On a ce qu'on va appeler en fait l'horreur blanche, le dieu blanc, et on va suivre 5 jeunes filles. Alors j'ai pas les noms. Je sais qu'il y a Fernanda et Anne-Lise, oui, qui sont les 2 protagonistes principales, et 3 autres jeunes filles qui sont à L5, vraiment le groupe central de la classe, d'une des classes, une des plus difficiles de l'école. Et on va suivre l'arrivée dans ce lycée, oui, parce qu'elles ont à peu près, je dirais, 15 ans. C'est des classes de première, 16 ans. L'arrivée dans ce lycée de Clara, qui est une jeune prof de littérature, qui elle aussi a ses propres bagages, notamment une relation très étrange avec sa mère. Donc ça parle vraiment de la relation à la mère aussi, hein, vraiment. Et aussi, ça met aussi en avant comment, dans l'enseignement, les
les institutrices, les professeurs peuvent aussi avoir ce rôle de mère pour certaines jeunes filles, notamment dans des centres comme ça qui sont que pour les jeunes filles. Alors pourquoi ça s'appelle mâchoire? Parce que la thématique des dents de la mâchoire est assez récurrente dans le texte. C'est quelque chose qui est assez inquiétant. Les rites et les différents plaisirs que les jeunes filles prennent, pardon, je vous bouge un peu, sont liés vraiment au fait de dévorer ou d'être dévoré. La découverte de la sexualité se fait aussi dans la douleur, donc ça parle quand même de choses très étranges qui mettent mal à l'aise le lecteur. Et en fait, ce qui est difficile au début, c'est qu'elle utilise différentes temporalités. On ne sait pas trop qui parle, il faut vraiment se caler. Donc il y a en fait un événement qui se passe à un moment T de l'histoire, qu'on va retrouver ensuite petit à petit au fil de l'histoire, où une professeure a fait quelque chose à une élève, et inversement, cette professeure a aussi vécu des choses terribles avec d'autres élèves. Donc il y a vraiment ce conflit en fait entre les professeurs et les élèves. Et ensuite, à côté de ça, on a l'histoire de ces jeunes filles qui font des sortes de rituels dans un entrepôt. Voilà. Et puis, il y a aussi la mort rôde quand même beaucoup. Le fait de flirter avec la mort, de s'amuser avec, de se faire mal, d'avoir peur, c'est très présent dans le texte. Donc en fait, c'est vraiment un livre horrifique parce que tu sais pas ce qui va se passer. À chaque fois, tu es un peu suspendu aux mots de Monica Orreda. Et je trouve que, alors, elle le fait arriver doucement, et après, c'est assez terrible. Elle pourrait t'écrire tout ce qu'elle veut, te mettre dans un état de tourmente qui est assez intenable parfois. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très chouette écriture, mais qui n'est pas forcément facilement abordable. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'était pas une lecture facile. Et effectivement, quand tu refermes le livre, tu te sens pas très bien. C'est un peu nauséeux, tu vois. C'était quelque chose cette lecture, hein. Je vais m'en souvenir, je pense. Donc je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un gros coup de cœur parce que je trouvais ça assez incroyable. Et puis par contre, voilà, le lecteur se fait malmener, faut le savoir. C'est pas forcément évident à lire. Voilà, donc ce vlog commence avec 2 lectures difficiles à lire, mais qui m'ont vraiment touchée de façon très différente. Et on va voir après de quoi sera fait demain. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard si j'ai d'autres lectures à vous partager.
Hello, de retour à la maison, après une semaine chez mes parents du coup. Je vais clore finalement la vidéo ici du carnet de lecture parce que là a débuté ce matin une semaine à 1000. Donc j'aimerais, voilà, puis je pense que j'ai quand même des choses à vous montrer. Et même si j'ai pas fini mes lectures en cours, mes 3 livres que j'ai entamés cette semaine, enfin il y en a un que j'ai entamé en début de mois parce que c'est une colonne de feu de Ken Follett. Donc celui-là c'est vraiment la lecture au long cours, il fait presque 1000 pages. Donc je l'ai pas fini, ça c'était normal. J'ai commencé également Indian Creek de Pete Fromm, je l'ai pas terminé mais ça ne devrait pas tarder. Et je n'ai pas terminé non plus Ma douce Audrina. Mais j'ai quand même lu ça. Donc on va en parler pour terminer cette vidéo. Alors, c'est que des graphiques sauf un recueil de poèmes. Donc, je vais vous parler du recueil de poèmes que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai entendu beaucoup parler de Sylvia Plath dernièrement, dans pas mal de vidéos. J'étais curieuse. Alors, elle a écrit des romans, mais elle a aussi écrit beaucoup de poésie. Et quand je l'ai vue, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de découvrir sa plume. Donc j'ai emprunté Arbre d'hiver suivi précédé plutôt de La Traversée chez NRF Poésie Gallimard. Et voilà, j'y suis allée comme ça, sans réfléchir. Je savais juste simplement que elle avait eu pas mal d'épisodes dépressifs, ainsi que je crois qu'elle a mis fin à ses jours. C'est même pas je crois, j'en suis sûre, puisque à la fin il y a un petit récap de sa biographie. C'est intéressant les notes à la fin, je trouve. Donc il y a tout, une partie destin posthume et tout pour vraiment comprendre qui elle était. Donc en fait, il est écrit là quand même en tant que poète. Elle a été classée parmi les poètes confessionnels, entre guillemets. Mouvement américain formé à la fin des années 50 autour du poète Robert Lowell. Donc on a entre autres Theodore Rothke, Elizabeth Bishop, John Berryman, James Wright, Anne Sexton, que je connais aucun. Et j'essaierai peut-être de noter ces références pour essayer d'aller voir. Mais ça m'a l'air d'être la littérature quand même très poignante, qui parle de la vie et de la fébrilité de la vie. On a quand même des personnages comme Anne Sexton qui aussi a mis fin à ses jours. C'est tout. Donc elle a été aussi romancière. Moi j'ai pas lu. Elle a écrit The Bell Jar. Elle a écrit 3 romans, mais toujours dans l'ombre. The Bell Jar, ensuite un journal. Non, le Falcon Yard et Double Exposure. Voilà. Et puis apparemment, elle aurait brûlé quelques-uns de ses manuscrits. Donc voilà, c'est vraiment une écorchée vive. Alors, j'avais envie de lire sans savoir précisément, voir si ces mots allaient me toucher. Alors, globalement, vous voyez, j'ai quand même mis des marque-pages. On ne peut pas dire que ça ait fait un grand écho en moi. J'ai trouvé la plume très belle, mais la noirceur de ses propos ont vraiment eu... pour moi, je les ai regardés de loin parce que forcément, moi, j'ai pas d'épisode dépressif. J'en ai jamais eu dans ma vie. J'ai eu d'épisodes de doute, mais jamais de dépression. Donc forcément, cette littérature-là a moins d'écho chez moi, qui suis quand même, je pense, quelqu'un de très positif. Et du coup, tous ces poèmes sont quand même assez lourds. Elle parle souvent il est expliqué à la fin qu'elle parle souvent du décès prématuré de son père, de cette absence du deuil, du vide, et ce vide qui petit à petit, elle l'absorbe et lui donne des envies de suicide assez récemment, enfin assez fréquent et jeune, puisqu'elle a quand même mis fin à ses jours. Alors, je vais essayer de retrouver quand même sa biographie. Elle est née en 1932 et elle a eu 2 enfants. Le second est né, ça j'ai trouvé ça assez choquant en fait, c'est pour ça que je vous en parle. En 1962, elle a son second enfant, c'est ça hein? Ouais, elle donne naissance à son second garçon, Nicolas. Son premier enfant né en 1960 et en 1963, elle met fin à ses jours.
Rien que de le dire, je me dis, mais c'est terrible, mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi donner vie? Et ensuite, y mettre fin. Alors, on va pas donner des arguments, je peux comprendre que des personnes mettent fin à leur jour. C'est juste le fait de se dire, je donne naissance, mais je ne serai pas là. Je trouve que c'est... moi, de mon côté, je trouve ça quelque chose d'assez égoïste, hein, finalement. Et du coup, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas, au sens propre du terme, comprendre. Je ne peux pas l'accepter, vous voyez. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il y avait des passages extrêmement beaux. Je vais vous donner... Alors, dans la partie La Traversée, il y avait des poèmes un peu naturalistes. On sent qu'elle aime se balader, que voilà, la forêt, etc. Je vais juste vous lire un passage du poème, un des premiers que j'ai trouvé très beau. Et après, le suivant, il y en a plusieurs quand même qui m'ont laissé assez indifférente. Mais celui-ci, qui parle d'un faisan, m'a plu. Tu as dit que tu le tuerais ce matin. Ne le tue pas. Sombre, étrange, j'en tremble encore. Cette tête a surgi allant son chemin. Parmi l'herbe haute de la colline à l'orme, c'est quelque chose que de posséder un faisan, ou même seulement d'en avoir la visite. Je ne suis pas mystique, ce n'est pas du tout comme si je croyais qu'il avait un esprit, il est tout simplement dans son élément. Cela lui donne une prestance de roi, un droit, l'empreinte de sa large patte l'autre hiver, le sillon de la queue sur la neige chez nous, le prodige de cela dans cette pâleur à travers les traces croisées des moineaux. C'est sa rareté peut-être, il est rare. Mais il me plairait d'en avoir une douzaine, une centaine sur cette colline, vert et rouge, se croisant et se recroisant, une aubaine. Il est tellement bien dessiné et si vif, c'est une petite corne d'abondance. Tapageur, il se déploie, brun comme une feuille, et se pose sur l'orme où il est tranquille. Il profitait du soleil dans les narcisses, j'ai fait un pas de trop stupide. Laisse-le, laisse-le. Alors j'ai trouvé qu'il était très beau ce poème, j'adore. Moi j'ai beaucoup aimé, on sent qu'elle aime la nature. Donc ça m'a plu. Ce qui est important aussi, c'est que le texte est en bilingue. Donc parfois, notamment quand le poème me plaisait, je le lisais à voix haute en anglais parce que c'est autre chose aussi, c'est intéressant. Je ne vais pas vous faire l'exercice ici parce que je n'ai pas un accent incroyable, mais c'est intéressant. Et après, en fait, la partie... Ensuite, j'ai coché des choses où justement je trouvais que sa noirceur était particulièrement transparente dans ses propos. Par exemple, elle se voit dans ce poème Miroir, c'est vraiment, elle se regarde comme si elle était elle-même morte. Et j'ai trouvé que c'était assez terrible. C'était assez terrible. C'est pas des textes à lire quand vous n'êtes pas bien. Le poème Appréhension aussi. Voilà, par exemple, je vous lis juste pour que vous compreniez un peu la noirceur de ses propos. Donc elle parle d'abord, il y a le mur blanc. Elle va parler, en fait, Appréhension, elle prend la couleur des murs pour expliquer un petit peu son cheminement de pensée. Il y a ce mur blanc au-dessus duquel le ciel se crée, infini, vert, totalement intouchable, etc. Ensuite, elle dit « Un mur gris maintenant, griffé, ensanglanté. N'y a-t-il aucune issue hors de l'esprit ?» etc. Ce mur rouge se crispe continuellement, un point rouge qui s'ouvre et se ferme, deux sacs gris parcheminés. C'est de cela que je suis faite, cela et une terreur d'être emportée dans un lit roulant sous des croix et une pluie de piétas. Et à la fin, ça se termine sur un mur noir. Sur un mur noir, des oiseaux non identifiables font pivoter leur tête et crient. Il n'est pas question d'immortalité parmi ceux-là. Un vide glacé vient à notre rencontre, il nous rejoindra vite. C'est extrêmement puissant comme texte, c'est extrêmement puissant et vraiment ça fait des frissons dans le dos. Elle parle de son deuil, alors le deuil de son père, je pense qui la touche et qui l'habite pendant toute sa vie. Ah oui, le poème À la bougie était extrêmement beau. Voilà, bon, bref. Ah oui, et puis alors là, ce qui m'a vraiment, j'ai trouvé particulièrement triste, et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du fait d'avoir des enfants et dans l'année d'après de mettre fin à ses jours. Elle a un poème qui s'appelle Un enfant sans père. Ce poème est extrêmement dur. En fait, enfin moi je sais pas, hein, quand je vois un enfant, je vois la vie, je vois l'enthousiasme, je vois la liberté presque, voilà, donc c'est assez... c'est un sentiment, à chaque fois ça me fait du bien. Bon, bien sûr quand les enfants sont insupportables, non, mais mais généralement pour moi l'enfance c'est vraiment une image
voilà, de nouveau, de tout à découvrir. C'est très positif. Elle, quand elle voit un enfant, elle voit déjà la fin qui s'annonce devant lui. Et j'ai trouvé que ce poème à un enfant sans père est extrêmement dur. Je ne vais pas vous lire parce que il est vraiment très difficile à lire et pourtant il est très marquant. Donc je pense que je vais me souvenir de sa poésie, voilà, dans son côté poignant. Donc vraiment quand même, je peux dire que j'ai été marquée par ce recueil et il faut découvrir sa plume parce que c'est vraiment très intéressant. Là, il faut que je rende les livres mercredi, donc il faut que je note quelque part tout ce que j'ai pu aimer, donc je vais le descendre pour pouvoir m'en occuper. Ensuite, j'ai lu les tomes 3 et 4 de The Summer Hikaru Died, édité chez Pika Édition, un manga de Moku Mokuron. Le tome 3, j'ai trouvé encore qu'il nous baladait un petit peu, on comprenait pas. Et le tome 4, je l'ai adoré. En fait, elle explique, je crois que c'est une femme qui l'a écrit, elle explique que le tome 3, les tomes 1 à 3 sont une présentation de l'univers un peu fantastique, un peu horrifique. On ne comprend pas trop, on essaie de comprendre qui sont ces personnages, la relation entre ces deux personnages qui sont amis depuis l'enfance. Je vais essayer de vous les montrer. Les deux personnages qui sont amis depuis l'enfance, donc on a ces deux personnages-là. Le blond et le brun. Le personnage central, c'est le brun. Et un jour, le blond, je me souviens plus de leur prénom. C'est pas très grave. Yoshiki, c'est le brun. Et Hikaru, The Summer Hikaru Died, c'est le blond. Et en fait, un été, il a disparu. Tout le monde a cru qu'il était mort. Et il est revenu. Mais il est revenu différent. Et Yoshiki, son copain, va accepter sa différence tout en essayant de comprendre d'où elle vient. Et en fait, dans le volume 4, il y a une transition et l'histoire avance. Et moi, j'attendais en fait. Et je trouve que du coup, ça me donne très envie de savoir la suite. Alors, je suis à jour, donc c'est pas encore sorti, mais c'est vachement bien. Les dessins sont splendides. Je trouve que les dessins sont beaux. Je vais essayer de vous montrer un peu le genre. Le genre de dessin, alors assez sombre. Et alors, il y a un côté, dans le tome 4, il y a un côté horrifique. Et il y a des nouveaux personnages qui sont à propos, j'ai envie de savoir, donc j'aime beaucoup. J'ai lu le livre qui a été choisi par Joseph pour moi en ce mois de janvier. C'est Le Pays des Cerisiers de Fumio Kuno qui a été édité chez c'est Kana. Et c'est un manga qui, sous couvert de très belles couvertures toutes douces, va parler de Hiroshima, puisque la scène en fait prend forme à Hiroshima. L'histoire commence en 1955, 10 ans après l'explosion de la bombe. Et en fait, on suit une jeune femme qui est ici et qui va revenir en fait va faire en fait des retours dans le passé pour raconter la vie comme elle était avant et comment ça a changé. Alors c'est assez dur. J'ai trouvé que la première partie du texte était... Alors, c'est vraiment un texte dur. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant, mais des fois les dessins, en fait on la voit petite et on la voit grande. Et parfois, les personnages, je ne savais plus qui était qui était la mère, qui était la fille. J'ai trouvé que c'était pas clair dans les dessins et j'ai pas trouvé les dessins particulièrement beaux. Voilà, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient tous et moi ça m'a perdue en fait. Donc je savais plus à quelle époque on était, tout ça. J'étais perdue en fait dans ce texte. Donc en fait, j'étais un petit peu déçue, disons-le clairement. Même si l'histoire est ce qu'elle est et c'est important de lire dessus, j'étais un petit peu déçue par ma lecture et oui, et assez déroutée par la forme en fait, c'est ça. Donc sympa, mais bon, pas extrêmement... pas parfait quoi, voilà. Non, pas réussi, sympa, mais pas particulièrement réussi je trouve sur le sujet, selon moi. J'ai lu cet emprunt de la bibliothèque, Le secret des bonbons pamplemousse, que j'avais repéré sur plusieurs vidéos, de Camille Monceau et Virginie Blanchet, édité chez Robert Laffont.
Et en fait, Camille Monceau, c'est elle qui est l'autrice des Chroniques de l'érable et du cerisier, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est l'autrice, et la mise en couleur a été faite par Virginie Blanchet. C'est ça, hein, coloriste de bande dessinée, mais je pense que c'est elle qui a fait les dessins aussi. Alors, oui, c'était mignon, j'ai mis 15, mais alors je pensais vraiment que ça serait un coup de cœur. Et ça l'a pas été. Je pense que ça va pas rester en mémoire, dans ma mémoire. Alors c'est une histoire de deux familles qui tournent autour d'un magasin de confection de bonbons au pamplemousse, qui est une affaire familiale. On arrive à un moment où, bah, c'est la grand-mère qui s'occupe de la boutique et son mari en fait est décédé. Et elle est en froid avec sa petite fille et elle habite avec une jeune femme qui a ses deux enfants. Non, oui, a ses deux enfants, c'est ça. Son aîné est déjà grand quand on est au début de l'histoire. Et on va faire des allers-retours dans le passé pour essayer de comprendre quelle est leur histoire de vie, pourquoi cette grand-mère, en fait, cette dame, elle est en froid avec sa fille. Voilà. Et puis l'histoire aussi de la jeune femme, je crois que c'est sa nièce. Attendez, ce que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé mignon, c'était l'histoire du chat, Shiro. J'ai trouvé trop mignon. Ils disent dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était... Alors je n'ai pas trouvé que ça avait une portée quand même très engagée. Moi, selon moi, je ne l'ai pas lu comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une saga familiale qui est mignonne hein, en soi, mais... Alors ça m'a pas non plus touché que ça. Et puis les dessins non plus n'ont pas... C'est mignon. Mais c'est pas inoubliable, selon moi. Voilà. Mais franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, donc je vous la conseille quand même. C'était assez agréable. Voilà, donc j'ai lu quand même pas mal de graphiques, mais j'ai passé des bons moments de lecture. Là, bah, du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais faire le montage, je pense, aujourd'hui ou demain. Et puis, vous savez, vous la proposer et puis retourner à ma semaine à 1000. Cette semaine, j'aimerais bien aussi vous filmer ma pile à lire pour le challenge de Vox Literaria. C'est ça, qui est un challenge de 6 mois, de février à fin juillet. Un peu type SF, mais moi, j'ai pas mis que des livres SF dedans. Et en fait, je trouve sympa, donc je pense que je vais vous filmer ma pile à lire pour ce mois-là. Pour ce challenge-là. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis à un moment, il faudrait que je vous filme ce book haul, mais on va attendre la fin du mois. Voilà. Bon allez, on n'en dit pas plus. Allez, on oublie. À plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye.